terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Joe le taxi, c'est sa vie. Le rhum, embouteillage. Eh bien, la question du jour, André Berkoff, c'est comment se sent Joe le taxi, notamment s'il est chauffeur Uber, André, et pour cause, eh bien, l'URSSAF réclame... Pas seulement s'il est chauffeur Uber, ça concerne tous les taxis de France et de Navarre. Effectivement, Ouais. et pour cause, l'URSSAF réclame 1,7 milliard d'euros à la plateforme américaine. La note est salée, mais n'est-elle pas, André, en fait, le reflet de cette mondialisation heureuse ? Bah écoutez, heureuse ou pas heureuse, on ne le sait plus, ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, nous, on ne savait pas très bien. On entend Uber, bien sûr, tout le monde utilise Uber, les taxis, la concurrence. Mais Uber, c'est quoi ? On se disait Uber, alors certains disent, mais c'est une compagnie, c'est une agence, mais c'est quoi ? En fait, c'est une agence d'appel, c'est une plateforme. Et comme par hasard, on découvre que l'URSSAF dit, attendez, Uber nous doit 1,7 milliard d'euros. Comment ça ? Et depuis quelques années, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, que dit l'URSSAF ? L'URSSAF dit que Uber a maquillé sciemment une relation salariale en contrat d'entreprise pour échapper à ses obligations d'employeur. C'est-à-dire que l'URSSAF dit, au fond, alors ça concerne quand même important, d'après toujours l'URSSAF, 71 000 chauffeurs entre 2019 et 2022. 71 000 chauffeurs. Alors, évidemment, Uber conteste ce redressement et il paraît que le risque financier global pesant sur la plateforme pourrait atteindre entre 3 et 5 milliards d'euros. Alors, c'est quand même pas rien, 3 et 5 milliards d'euros. Vous savez que, maintenant vous le savez tous, l'ensemble du service public, c'est 4 milliards d'euros. Hein. Et qui paye ? Bon, on va savoir qui paye. Et en fait, Uber a fait le choix, depuis son arrivée en France, de refuser le statut d'employeur et de faire peser l'intégralité du risque économique, social et juridique sur les travailleurs, sur les chauffeurs, présentés comme indépendants. Alors, il y a d'un côté les taxis, ce n'est pas nouveau, les taxis, c'est une tradition, hein. Depuis les taxis de la Marne, on va pas remonter à 14-18. Et puis, il y a Uber. Alors, bonjour Mohamed Daman Noureddine. Bonjour monsieur Berkoff. Bonjour. Nordine Daman, ça ira. D'accord. Alors, monsieur Daman Noureddine, dites-moi, alors vous êtes, je rappelle, CFTC Taxi, la première organisation syndicale de la branche taxi. Alors expliquez-moi, parce que moi qui prends beaucoup de taxis, cette relation, cette arrivée d'Uber, ce qui s'est passé, et puis tout d'un coup on découvre, voilà, 1,7 milliard. Alors, est-ce que ce sont des travailleurs, comme le veut l'URSSAF, des indépendants ? Expliquez-nous un peu, décryptez-nous ce qui se passe, cette situation. Eh bien, monsieur Berkoff, vous l'avez dit, dans votre résumé, vous avez donné des chiffres. Et vous avez dit aussi que vous découvrez cette situation. Mais nous l'avons dénoncé depuis 2010, à l'arrivée d'Uber. Ouais. Nous avons dénoncé sans mépris des règles du pays. Nous avons dénoncé le contournement du droit du travail, ainsi que le dumping social. Ouais. Voilà, donc pour nous, c'est pas une surprise. On a l'impression que l'URSSAF et les institutions découvrent ce que c'est réellement Uber. Vous l'avez dit, il y a plus de 70 000 chauffeurs qui sont considérés par comme des salariés. Ouais. Vous avez les Uber donne une prestation de travail, il y a un lien de subordination juridique clair, et c'est pour cette raison, je pense que l'URSSAF réclame aujourd'hui 1,7 million d'euros de charges. Alors justement, j'espère qu'ils iront les chercher comme ils vont les chercher chez les taxis, qu'ils ont justement des difficultés à payer leurs charges. Ouais. Suite à cette concurrence déloyale.
Alors justement, c'est très intéressant. Concurrence déloyale, donc en 2010 c'est fait, ça fait donc pratiquement, ça fait 15 ans, et 15 ans et plus, donc Uber s'est installé. Mais ce qu'on ne comprend pas, et vous le dites vous-même, en fait, si je comprends bien, vous savez, quelqu'un disait, c'est le proverbe, quand il y a du flou, il y a un loup. Est-ce qu'on a laissé s'installer un flou juridique là-dedans? Parce que, au fond, quand j'ai interrogé des collègues à vous, des collègues taxi, il dit, mais attendez, Uber, c'est présenté comme une agence d'appel, enfin une centrale d'appel, voilà, avec ses règles et tout ça. Mais juridiquement, ça n'a jamais été précisé exactement. Ceux qui travaillent avec Uber ou les VTC, au fond, qui travaillent avec Uber, vous dites subordination, mais ça reste très flou, c'est-à-dire que ça n'a pas été précisé, ça n'a pas été légiféré, si vous voulez. Effectivement, ce que vous dites est vrai. Quand Uber est arrivé en France, on va dire, on parlait beaucoup d'innovation, etc. On gonflait un petit peu cette application, et je pense qu'ils ont été un peu... la technologie à cette époque-là, elle allait trop vite par rapport aux législateurs. Ouais. Donc il a fallu que les taxis mènent un mouvement d'ampleur de 2014 pour demander justement de légiférer, de stopper et de mettre un frein à Uber qui faisait un peu de tout et n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, je suis pas d'accord avec vous. Il y a des liens de subordination de cette plateforme, dans la mesure où Uber fixe les tarifs des courses, la plateforme impose les conditions de la prestation, l'activité des chauffeurs est contrôlée par un algorithme et un système de notation. Uber peut désactiver un compte d'un chauffeur, ce qui constitue une sanction. Donc, oui, ce qui est vraiment du licenciement déguisé en quelque sorte, monsieur. Oui, du salariat déguisé. Désigne une situation dans laquelle une relation présentée comme indépendante cache en réalité un contrat de travail. Oui, mais alors justement, vous dites ça, attendez, vous dites Uber impose ses tarifications et tout, mais comment ça se fait, les taxis, parce qu'il y a beaucoup de taxis, et je comprends, ils ont besoin de travailler, ils travaillent avec Uber, qui leur fournit, enfin voilà, des courses, etc. Mais là, normalement, comment il se fait, puisque on connaît tous depuis toujours, le taxi, c'est le taximètre, c'est la relation entre le client et le taxi. Est-ce que Uber peut imposer ces mêmes règles à un taxi qui travaille avec elle, alors qu'il y a le compteur, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça, monsieur Daman? C'est que moi, j'ai eu beaucoup de vos collègues qui m'ont dit, oui, écoutez, qui travaillent avec Uber, tout en étant, avec Uber et puis avec beaucoup d'autres, bien sûr. Il disait, oui, mais vous comprenez, moi, par exemple, je vous donnais un truc précis. Je lui indique, moi, un itinéraire que je connais, par exemple, pour revenir à Sud Radio de mon domicile. Il me dit, attendez, moi, je vais suivre l'algorithme GPS que m'a dit Uber. Je lui dis, attendez, je connais le chemin mieux que l'algorithme, je le fais tous les jours. Il me dit, oui, mais si je ne fais pas ça, Uber peut me sanctionner en ne me donnant pas des courses pendant X temps. Comment il se fait qu'on arrive à cette subordination? Et en plus, il m'impose des tarifs. Comment ça se fait, ça? Parce que, tout simplement, on a laissé faire. Quand vous parlez, les taxis, c'est une profession réglementée. Nous sommes très contrôlés. Nous avons des tarifs contrôlés par l'État. Nous avons même nos augmentations, c'est tous les ans. Oui. On a des augmentations tarifaires selon l'inflation, etc. C'est pas le cas d'Uber. Uber, c'est lui qui détermine le tarif. Aujourd'hui, vous pouvez prendre un Uber pour 15 €. Demain, vous pouvez le prendre à 45 €. C'est jamais le même prix. Ah oui, d'accord. C'est lui qui fixe les tarifs, comme il veut. C'est lui qui fixe les tarifs. Maintenant, pour les taxis qui travaillent avec Uber, nous, on n'est pas très... Vous n'êtes pas d'accord avec ça, en fait? Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais enfin bon, d'après ce que j'ai compris, les chauffeurs qui travaillent avec Uber prennent les courses taxi. C'est-à-dire qu'avec ils utilisent le taximètre. Oui. Écoutez, donc apparemment, ils ont le choix entre prendre des courses au forfait, comme le font les chauffeurs VTC, ou alors des courses taxi.
Mais en fait, ce qui est étonnant dans cette histoire, Mohamed Aman, c'est que pourquoi, enfin, vous savez, on sait très bien qu'Uber est une compagnie américaine qui d'ailleurs est basée en Irlande, comme par hasard. On sait très bien que l'Irlande, du point de vue de la fiscalité, est un pays très avantageux. Et comment il se fait qu'on n'a pas créé, à la limite, on veut créer, disons, donner du travail à beaucoup de gens dans les transports, etc., qu'il n'y a pas assez de taxis, etc. Enfin bon. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas créé une compagnie française, qu'on n'a pas créé sans faire du cocorico ou du patriotisme, c'est pas le problème. Mais pourquoi Uber et pourquoi on a laissé faire? Voilà, la question, vous avez tout me dit, on laisse faire. Pourquoi on a laissé faire? Sincèrement, on a laissé faire parce que, comme vous avez vu, il y a eu des auditions à l'Assemblée nationale des Uber Files. Certains hommes politiques de l'époque ont facilité la tâche à Uber. Donc voilà, mais après, des compagnies françaises, il y en a quelques-unes, certainement pas aussi puissantes qu'Uber. Ah ben oui. Voilà, mais je pense que Uber, il a usé de certains hommes politiques qui lui ont facilité l'installation en France. Oui, c'est ça. Je crois qu'on peut dire ça sans se tromper. Et ce qu'on peut dire, André Berkoff, c'est qu'Uber, il faut quand même le souligner, c'est quand même une précarité organisée, parce que Uber, effectivement, c'est les chauffeurs, c'est aussi les livreurs. Ils sont soumis à ce système. Ouais. Oui, tout à fait d'accord avec vous. C'est ça. Ils évitent. Oui, pardon. Voilà, allez-y. Il n'y a pas que les chauffeurs VTC, il y a aussi, comme le rappelait très bien Madame, il y a les livreurs, il y a il y a les Uber Eats, il y a pas mal de, bien sûr, de personnes qui sont justement victimes de cette plateforme. Et oui. Et on évite, alors, et en plus, soyons clairs, ils évitent les cotisations patronales, ils financent pas les congés payés, ils échappent à l'assurance chômage, ils n'assument pas la protection contre les accidents du travail, ils se soustraient aux règles du licenciement. Et moi, c'est ça qui m'étonne quand même, comment il se fait que ce pays, ce gouvernement, pas celui-là, tous les autres, si sourcilleux, si important de faire attention aux lois, et c'est très bien, et là-dessus, on laisse faire. C'est ça qui est quand même, je reviens au laisser-faire, mais alors tout ça, alors que on exige de toutes les entreprises, de tous les particuliers, de tous les artisans qui payent rigoureusement ce qu'ils ont à payer, là, Uber, c'est flou. Bah oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, et ça, moi j'aimerais bien qu'on pose la question aux personnes qui sont aux commandes du pays. Moi, je ne peux qu'être spectateur comme vous. Nous, on a fait ce qu'on pouvait en 2014 et 2016 pour dénoncer cette situation et cette plateforme. Aujourd'hui, on voit le résultat. On voit bien que nous avions raison de dénoncer cette plateforme. On voit le résultat de ce qu'on leur réclame comme charge et pas que l'URSSAF. Quand vous parlez des congés payés, de l'assurance chômage, etc., ça peut aller beaucoup plus loin. Et vous l'avez rappelé tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à 3-4 milliards d'euros. Alors, ce qui va être intéressant, je crois, c'est de savoir si Uber va payer ces 1,7 milliard d'euros déjà que lui réclame l'URSSAF. On va voir ça. Mais juste un dernier mot, Mohamed Aman. À votre avis, est-ce qu'il faut... je veux dire, structurer et beaucoup plus encadrer Uber et les autres, ou il faut, au contraire, se retourner du côté des taxis, que les taxis reprennent, je ne dirais pas le pouvoir, ils l'ont, mais les taxis reprennent la place qu'ils devraient avoir, c'est-à-dire une place plus grande. Bah, je pense que le taxi, rien ne remplacera un vrai taxi. Les gens, ils ont besoin d'avoir une visibilité, ils ont besoin sur le tarif qu'ils vont payer. Les usagers ont besoin d'être en confiance avec la personne qui doit les conduire d'un point A à un point B. Tout à fait. Je pense que le taxi a toutes ces qualités, c'est des professionnels. Et je pense que les Français doivent comprendre que les taxis payent beaucoup, payent la licence, payent les charges. Ce que ne payent pas les autres.
Voilà, ce que les autres ne payent pas, et on le voit très bien. Donc moi, si j'ai un appel à faire aujourd'hui, c'est de dire aux Français d'utiliser au maximum les taxis. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on fait et c'est ce que nous recommandons aussi. Merci, Mohamed Daman. Oui, merci à vous d'être. Merci, monsieur Barco. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Le taxi, seule alternative durable